Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous mettrons tout d'abord l'art à la une dans Patrimoine thématique comme tous les vendredis avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous ferons donc d'abord avec vous un récapitulatif des grandes actualités dans le monde de l'art cette semaine avant de recevoir Florence Bourgeois, la directrice de Paris Photo, afin de faire le point avec elle sur le marché de la photo d'art en France. Nous nous intéresserons ensuite à vos investissements cotés avec la première question que doit se poser un investisseur avant de se lancer en bourse. Dois-je choisir un compte titre ou un PEA? Nous en parlerons avec Raphaël Regensberg, l'associé fondateur de Platineos. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et dans Patrimoine thématique, on met l'art à la une comme tous les vendredis avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors quelles actualités cette semaine dans le monde de l'art ? Alors, cette semaine, une actualité très riche pour les maisons de vente, beaucoup de records. On parle notamment de la collection Maclo, qui a presque atteint le record de la vente d'une collection privée. Cette vente a eu lieu le 15 novembre dernier par Sotheby's, une vente qui a atteint 676 millions de dollars, alors même que c'était la première partie de la vente. Effectivement, elle a été scindée en deux. 30 lots restent à vendre pour courant 2022. Le précédent record est celui de la collection Rockefeller, vendue en 2018 par Christie's. Cela a atteint 835 millions de dollars. Donc on voit bien que la collection Maclo se rapproche fortement de son montant alors qu'il reste encore des lots à vendre. Alors tout était grand, on était à New York, 300 personnes en salle, 1 million de personnes ont suivi la vente en ligne selon les organisateurs. Et là les dollars se sont envolés. Les 35 œuvres de la première vente sont toutes parties pour une moyenne de 19 millions de dollars. Et alors, quels ont été les coups de marteau les plus lourds ou les plus retentissants, Sybille ? Alors, la vente a été culminée par notamment le chef-d'œuvre numéro 7 de Mark Rothko, l'américain. Cette œuvre est partie pour plus de 82 millions de dollars, après une bataille de 8 minutes. Et puis aussi le nez d'Alberto Giacometti. Cette sculpture est partie pour plus de 78 millions de dollars. Toutes ces œuvres ont été vendues à des collectionneurs asiatique. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de grands noms de l'histoire de l'art. Picasso, Cy Twombly, Andy Warhol avec ses Marilyn, Jackson Pollock, Gerhard Richter. Voilà, tous ces artistes étaient présents grâce à leur toile. Cette collection est en vente à la suite d'un divorce prononcé en 2018 entre le promoteur immobilier Harry Maclo et son épouse Linda Berg. Mais il n'y avait pas que des grands noms, Sybille. C'était des grands noms parce que c'était le lendemain, en fait. Il y a eu d'abord un second record, plusieurs records, notamment personnels d'artistes qui ont été atteints. C'est Frida Kahlo, qui a été une œuvre de Frida Kahlo qui a été vendue, une œuvre qui s'appelle Diego Io. C'est un autoportrait de la peintre qui présente, voilà, comme vous le voyez, le visage de son époux Diego Rivera sur son front. L'ancien record de Frida Kahlo était de 8 millions de dollars et cette œuvre-là a été vendue pour 35 millions de dollars. Donc ça a pulvérisé son précédent record. Et puis je vous parlais la dernière fois d'une œuvre de Soulage qui était en vente, une œuvre assez rare de la période rouge de l'artiste. Eh bien, elle a été vendue pour plus de 20 millions de dollars, dépassant largement aussi son précédent record. Alors ça, c'était pour Sotheby's à New York, mais il y a eu d'autres ventes, évidemment. Il y en a beaucoup toutes les semaines, menées chez Philips, cette fois-ci à New York toujours. Voilà, et là, Philips, je voulais vous parler aussi de cette vente qui déjoue un peu plus les préjugés, parce que là, les grands noms de cette vente n'ont pas forcément atteint les estimations. On parle par exemple de Francis Bacon, pape au hibou, vendu. Bon, tout de même, on reste sur des montants assez élevés, 33 millions de dollars, mais ça n'a pas atteint l'estimation basse qui était de 35 millions. Alors que dans cette vente, les œuvres de peintres moins connus ont pour le coup doublé ou triplé des estimations
élevé. Alors selon Artnet, ce sont surtout des vendeurs de Hong Kong qui ont boosté les ventes. Alors il y en a eu deux particulières, celle de Shara Hughes, une œuvre d'art qui s'appelle Inside Outside. Inside Outside, estimée entre 250 et 350 000. Elle est partie pour plus de 1,4 million. Et Eva Yushkevich, Girl in Blue, estimée entre 80 et 120 000, adjugée pour 730 000 dollars. Alors voilà, ils ont eu quand même quelques déceptions pour les grands peintres, mais cette vente était un record de la maison, toute vente confondue, qui a atteint 139 millions de dollars. Alors, vous nous faites vivre semaine après semaine les actualités du monde de l'art, Sybille, et vous nous faites vivre parfois des feuilletons. On reparle d'un feuilleton qui ne s'arrête pas. Salvatore Mundi, le Prado prend position, Sybille. Voilà, le Prado a encore mis de l'huile sur le feu sur ce sujet très épineux qui parle de l'authentification du Salvatore Mundi. On en parle très souvent depuis la vente de 450 millions de dollars chez Christie's en 2017, vente d'une œuvre qui était présentée comme authentique du maître. Mais le musée espagnol, en ce moment, a une exposition sur l'atelier de Léonard de Vinci et aussi sur la copie de Mona Lisa. Et dans le cadre de cette exposition, il y a un catalogue et le Salvatore Mundi est attribué à l'atelier de Léonard de Vinci. Exactement. L'œuvre est classée comme œuvre attribuée de l'atelier ou autorisée et supervisée par Léonard de Vinci. Pour The Art Newspaper, le Prado donne la réponse la plus critique d'un musée de premier plan depuis la vente Christie's. Le Prado est effectivement le premier musée à remettre en doute la provenance de la toile. Le Louvre ne s'est pas vraiment exprimé sur la question. Donc de nouveaux épisodes du feuilleton à suivre sûrement les prochaines semaines. Ça n'est pas encore fini. Direction Bâle à présent. On en sait un peu plus sur le fonds de solidarité d'Art Basel. Oui, c'est une initiative d'Art Basel qui a été organisée quelques semaines avant la foire de Bâle. Ils ont organisé un fonds de solidarité pour permettre aux galeristes de prendre le risque de s'offrir une place dans la foire. Alors, ce fonds de solidarité a rassemblé 1,6 million de dollars. En fait, chaque exposant pouvait bénéficier soit d'un rabais de 10% pour participer à la foire, ou pouvait choisir de payer la totalité de sa place et mettre ces 10% dans une cagnotte. Et donc celle-ci a désormais été allouée aux galeries. Ce sont près des 2/3 en fait qui ont décidé de renoncer à ces 10% pour les mettre dans ces fonds. Il y a 175 galeries qui ont refusé sur les 272 participantes. Alors voilà, c'est le Art Basel se félicite de cet esprit collégial de galeries, et si cette idée a été ponctuelle, ce pourrait être une bonne manière de permettre un équilibre entre galeries émergentes et les galeries plus affirmées dans les foires. Une belle histoire de solidarité dans le monde de l'art. Donc merci beaucoup Sybille Aoudjan pour toutes ces actualités dans le marché de l'art, et on enchaîne du coup avec l'interview de Florence Bourgeois. Bonjour Florence Bourgeois. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes directrice de Paris Photo. Paris Photo qui a fermé ses portes il y a quelques jours. Dimanche dernier, c'était du 11 au 14 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et merci de venir commenter du coup cette édition sur le plateau de Bismart. Je rappelle que Bismart était partenaire presse de Paris Photo. Quelques jours après cet événement, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette édition ? Écoutez, l'édition s'est très bien passée, déjà parce que c'était un retour, puisque l'édition de l'année dernière avait été annulée. Nous arrivions au Grand Palais éphémère pour la première fois. Bien sûr. Nous avons eu 58 000 visiteurs en 5 jours. Et Paris Photo reste, et de très loin, la première foire de photographie internationale. Et donc, nous avons rassemblé 150 galeries, 30 éditeurs. Les galeries provenaient de 28 pays. Donc une forte représentation internationale. Les éditeurs venaient de 9 pays. Donc je dirais que l'attention était là. Il y avait une envie de se retrouver, d'échanger. Paris Photo, c'est une plateforme de découverte, mais aussi d'échange. C'est un rendez-vous qui est vraiment incontournable dans les agendas de chacun, des collectionneurs, des musées. Avec des parcours assez particuliers cette année. Il y avait Curiosa, c'est ça, et elle, fois Paris Photo. Absolument. Alors Curiosa est un secteur qui est dédié à l'émergence et qui nous permet d'accueillir cette année 20 projets, 20 galeries
qui présentait un artiste et qui offre aussi des conditions d'entrée à ces jeunes galeries qui sont particulièrement intéressantes. Donc c'est un secteur qui est à côté du secteur principal qui lui regroupe des galeries plus établies. Le parcours X Paris Photo, c'est en fait un engagement que nous avons depuis 4 ans maintenant avec le ministère de la Culture et également Kering Women in Motion pour donner davantage de visibilité aux artistes féminines. Il y a 4 ans, on a constaté que les artistes féminines représentées sur la foire étaient de 20%. 20% seulement des artistes représentés étaient des femmes. Et cette année, nous sommes montés à 34%. Donc, nous ne sommes pas encore à la parité, mais quand même, nous veillons à ce que ces artistes féminines soient mises en avant, soient identifiées davantage. Nous avons pour ça choisi une commissaire, comme chaque année. Cette année, c'était Nathalie Herschdorfer, qui est la directrice du musée des Beaux-Arts de Locle. Et puis, il y avait un parcours sur la foire avec un cartel qui identifiait les 30 œuvres qu'elle avait choisies, et puis également une journée de conversation. Est-ce que, à travers la foire, quelles ont été les tendances qui ont été décelées? Alors, soit du côté des artistes, quelles sont les tendances qui reviennent, ou alors soit du côté des acheteurs, quelles sont les œuvres qui ont été les plus prisées par certains collectionneurs? Alors c'est toujours difficile de parler de tendance puisqu'en fait on a vocation à présenter un panorama le plus large possible de la photographie sur près de 2 siècles. Donc on va trouver de la photographie historique avec des œuvres majeures comme par exemple chez Hans Kraus de Anna Atkins ou des Gustave Le Gray, mais aussi de la photographie moderne et jusqu'à la photographie très contemporaine. La partie émergente, on en parlait tout à l'heure, est importante puisque elle permet à ces jeunes artistes d'avoir vraiment une visibilité et c'est aussi un point d'entrée dans les collections avec des œuvres qui sont plus accessibles. On a trouvé beaucoup d'œuvres aussi autour de la photographie africaine. Je pense notamment à Omar Victor Diop chez Magnin ou Gosette Lubondo qui a reçu le prix de la Maison Ruinart qui était présenté dans le secteur Curiosa, ou encore Johanna Choumali chez Loft Art avec un solo show comme celui d'Omar Victor Diop d'ailleurs, ce qui permet de donner une très belle présence à un artiste sur tout un stand. Moi j'ai vu pas mal d'œuvres, j'appelle ça avec mes mots hybrides, sur des nouveaux matériaux. Par exemple, c'était Letta Wilson de Christophe Gaillard qui a imprimé ses photos sur du métal. Est-ce que c'est des nouvelles aussi manières de présenter la photo? Est-ce que c'est vers ça que la photo va tendre? Alors, sans en faire une généralité, c'est en effet quand même une tendance importante, notamment chez les artistes contemporains, qui retravaillent aussi les techniques anciennes, mais pas seulement. Donc, vous avez cité en effet Letta Wilson dans la galerie Christophe Gaillard, qui travaille la photographie de paysages en volume. Mais on peut également penser à Agnès Geoffrey chez Maubert ou à Perram, également chez Maubert, qui travaille à l'encre des polaroïdes. Et il y a aussi tous les artistes qui retravaillent sur la base des techniques anciennes, cyanotype, même daguerreotype ou photogramme, ce qui rend aussi la photographie unique. Donc c'est vraiment intéressant de voir cette progression vers l'unicité de l'image. Alors moi j'ai envie de vous poser une question, Florence Bourgeois, non pas sur Paris Photo en tant que tel, mais plus sur le marché de la photo de manière générale. On a eu une période un peu compliquée en 2020, notamment pour tout ce qui est événements, pour le fait de se rendre dans des galeries ou dans des foires. Comment est-ce que le marché de la photo a vécu ce moment? Est-ce que les ventes ont continué à avoir lieu ou au contraire, est-ce qu'il y a eu un décalage sur l'année 2021 ou au contraire un trou dans la raquette? Ça a été effectivement très compliqué pour les galeries, et en particulier pour les petites galeries. Mais quand même, elles ont réussi à vendre parce qu'elles ont un terreau de collectionneurs. Et puis, il y a quelque chose de notable qui s'est mis en place, ce sont les plateformes en ligne. Nous-mêmes, nous avons ouvert cette année pour la première fois notre online viewing room qui permettait à tous les collectionneurs ou institutions ou amateurs de photographie d'aller sur une plateforme digitale et de pouvoir acheter et être en lien directement avec les galeries et d'acheter de cette façon. Donc ça a été une alternative ces 18 derniers mois
pour les galeries. Et c'est vrai que pour le médium de la photo, ça convient quand même assez bien, en particulier pour la photographie contemporaine. C'est un petit peu plus compliqué pour la photographie ancienne, puisque la notion de papier, de qualité de papier est importante. Mais enfin, à partir du moment où on a aussi confiance dans une galerie qu'on connaît, les ventes peuvent se faire de cette façon. Et quel est votre regard sur le marché de la photo? Pour vous, c'est un marché dynamique ou justement assez stable? Et si c'est stable, comment le booster? C'est un marché dynamique. Le médium de la photographie, maintenant, est rentré à part entière dans le milieu de l'art. La preuve en est les départements photographie qui se sont montés dans les musées du monde entier, Bien sûr. mais également des expositions qui sont très transversales maintenant, avec la présence du médium de la photo dans les plus grandes expositions. Et puis c'est un médium qui est, comme on le disait, en constante évolution, donc qui se porte bien d'une façon générale. Oui, pardon. Pardon, non, j'allais réagir moi sur les NFT dont on parle toutes les semaines, Bien finalement. sûr, oui. Un sujet qui est cher à Sybille puisqu'on le met très régulièrement en lumière dans les C'est actualités. l'actualité, hein. Bah, c'est sûr. Vous parliez effectivement de la transition numérique de certaines galeries. Du coup, comment est-ce que vous voyez parfois cette capacité à certifier numériquement une œuvre, voire à créer numériquement une œuvre dans le monde de la photo? Oui, c'est quand même, ça reste un nouveau marché. Pour l'instant, Paris Photo n'est pas directement concerné. Enfin, en tout cas, on n'a pas de demande d'application de galerie pour présenter des NFT. D'ailleurs, je ne sais pas de quelle façon ils présenteraient des NFT. C'est sans doute, en effet, à surveiller et à regarder quelle évolution ça va prendre. Mais nous, on est plus sur le travail de l'image et du matériau. Et pour l'instant, pas encore directement concerné par les NFT. Vous n'y voyez pas forcément une opportunité pour créer une authentification de la photo? Et du coup, parce que comme la photo, il y a pas mal de tirages, on parle... Voilà, la valeur de la photo peut être liée aux différents tirages et à l'authentification. Du coup, vous ne pensez pas que ça pourrait être bénéfique pour le marché de la photo? Je ne sais pas, je suis encore assez circonspecte, mais à surveiller. À surveiller, on verra effectivement ce que ça donne dans les prochaines années. Merci beaucoup Florence Bourgeois d'être venue sur le plateau de Bismart réagir du coup à l'événement Paris Photo, mais au marché de la photo de manière plus générale. Je rappelle que vous êtes directrice de Paris Photo. Merci également Sybille. Merci Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et on se retrouve nous tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on enchaîne à présent donc avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question que doit se poser tout investisseur qui décide de se lancer en bourse avant même de se lancer. Quel compte choisir pour acheter ou vendre mes actions? Faut-il choisir un compte titre ou un PEA? Nous avons, pour en parler, le plaisir de recevoir sur ce plateau Raphaël Regensberg, associé fondateur de Platineos. Bonjour Raphaël Regensberg. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Merci de venir nous apporter quelques éléments de réponse à cette question que beaucoup se posent quand il s'agit d'investir en bourse, ou même ceux qui sont déjà investis mais qui ont choisi l'un ou l'autre sans trop savoir et qui se posent la question de savoir s'ils ont le bon compte. Déjà, ça vous arrive, vous, souvent, d'avoir dans vos clients des gens qui viennent vous voir et qui vous disent bah voilà, j'aimerais investir, mais compte titre PEA, je ne comprends pas réellement la différence? Oui, de toute façon, ça fait partie de notre devoir de conseil et de l'accompagnement qu'on doit apporter aux clients. C'est effectivement de savoir avant sur quel support investir, dans quelle enveloppe on place les investissements. Est-ce que ça va être un compte titre, ça va être un PEA, ça va être l'assurance vie. Enfin, en l'occurrence, là, ça sera un compte titre ou PEA. Mais voilà, donc c'est effectivement la première question que les clients posent quand ils viennent nous consulter et qu'ils ont envie de placer de l'argent sur les marchés financiers. Bon, alors quelle grande différence entre compte titre et PEA? Déjà, il y a une différence en termes de souplesse. C'est-à-dire qui peut investir sur un compte titre? Tout le monde, même un enfant mineur. Combien est-ce qu'on peut avoir de compte titre par personne? Autant qu'on a envie. D'accord, comme un compte courant finalement. Voilà, c'est vraiment le compte courant des marchés financiers, si je puis dire. Et il n'y a pas de contrainte en fait. C'est vraiment un véhicule qui permet d'investir sur tous les marchés financiers. Bon. Le PEA, lui, forcément, il a une fiscalité qui lui est propre, avantageuse, et donc il est beaucoup plus contraint. D'accord. Là, seules des personnes physiques domiciliées en France et majeures peuvent investir sur un PEA. D'accord. Vous pouvez en avoir qu'un par personne. Bon, il y a le PEA jeune pour les personnes physiques, enfin les majeurs rattachés à leur foyer fiscal des parents. Mais voilà, ça fait déjà une première contrainte. La deuxième contrainte, c'est
le montant qu'on peut y investir. Sur un compte titre, vous pouvez investir ce que vous avez envie comme montant. Sur le PEA, vous allez avoir des limites de plafond, 150 000 euros sur un PEA classique. D'accord. Donc c'est le versement, hein, bien sûr, c'est pas la capitalisation à terme. Et ça se fait en une seule fois ou on peut le faire quand même en plusieurs versements? Plusieurs versements, c'est pas du tout un one shot, sinon ça oui, sinon ça s'adresse à une niche pour le coup. Voilà, et puis vous avez en plus le PEA PME sur lequel vous pouvez verser 225 000 euros. Donc là, pour le coup, il faut financer des PME françaises. Voilà, exactement. Mais bon, de toute façon, si vous avez les deux, un PEA classique et un PEA PME, vous ne pourrez avoir que 225 000 euros au total de versement dans ces deux plans. Donc un couple qui a envie vraiment de saturer au maximum ses enveloppes, il aura 450 000 euros en PEA, PME. Donc effectivement, ça fait déjà un petit patrimoine à placer sur les entreprises. Voilà. Et puis après, il y a d'autres contraintes, c'est les contraintes d'univers d'investissement. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, sur un compte titre, vous pouvez investir sur tout ce qui vous passe par la tête. D'accord. Les obligations, les actions, les matières premières, l'immobilier. Les produits liés au marché financier, mais qui ne sont pas l'achat directement d'un titre, par exemple, ça aussi on peut le faire sur un compte titre. Exactement. D'accord. Exactement. Les produits structurés et tout ce qui va être fonds de placement, mais qui va être sur du diversifié, donc pas que de l'action européenne. Le PEA, c'est vraiment une enveloppe qui est réservée aux actions européennes. D'accord. Et le PEA-PME aux PME et aux ETI européennes. D'accord. Les européennes, c'est les sociétés qui ont leur siège social dans l'Union européenne et ou dans l'espace économique européen. Alors, ça vaut peut-être le coup de faire un mini focus sur ce PEA, donc plan épargne action. Pourquoi ce produit? Quel est son objectif, si je puis dire? Pourquoi est-ce qu'il a été créé? Parce qu'il est beaucoup plus réglementé, si je comprends bien, beaucoup plus cadré qu'un simple compte titre qui nous permet ensuite d'aller faire un petit peu ce qui nous plaît sur les marchés financiers. Ah oui. Le PEA, il a été créé pour drainer de l'argent vers les entreprises françaises et européennes. Bon. Parce qu'effectivement, il faut inciter l'épargnant français à investir en actions. Bon. En échange de ça, il a une carotte fiscale, si je puis dire, puisque le PEA va bénéficier d'une fiscalité très attractive. C'est-à-dire que si vous acceptez de garder votre argent jusqu'à 5 ans dans le plan, tous les gains qui ont été réalisés sur le plan, c'est-à-dire les dividendes qui seront tombés dans le plan et les plus-values réalisées, seront exonérés d'impôt sur le revenu. D'accord. Bon. Okay. Parce que c'est important de le préciser, j'achète une action d'une entreprise du CAC 40 via mon PEA qui me verse des dividendes tous les ans. Les dividendes reviennent sur mon PEA. Voilà. D'accord. Et ils sont défiscalisés. D'accord. Alors, la première chose, avant même de parler du délai de 5 ans, c'est que même si vous n'êtes pas dans le délai de 5 ans, il y a ce qu'on appelle l'effet encapsulant du PEA, un peu comme dans l'assurance vie. C'est-à-dire que tant que vous ne faites pas de rachat sur votre PEA, l'épargne capitalise en franchise de fiscalité. C'est-à-dire que vous n'avez pas les prélèvements sociaux, vous n'avez pas l'impôt sur le revenu. Et si en plus vous laissez l'argent 5 ans, l'impôt sur le revenu est définitivement effacé. D'accord. La seule taxation que vont avoir vos investissements sur les plus-values, bien sûr, c'est les prélèvements sociaux. C'est pas neutre, c'est 17,2. Bon. En revanche, si vous investissez, enfin vous faites des rachats avant 5 ans, pour le coup, vous cassez votre PEA. Et vous récupérez la fiscalité du compte titre, c'est-à-dire que vous êtes taxé sur vos gains. Et donc vous repassez sur un compte titre finalement, où ça reste un PEA quand même. Voilà, non, c'est le PEA est clôturé. Le PEA est clôturé et c'est transféré sur un compte titre, et là on repasse sur un compte titre classique. Exactement. Bon alors du coup, si je comprends bien, si je devais choisir les avantages et les inconvénients de chacun, compte titre ce serait la souplesse, et PEA ce serait la fiscalité? Alors le vrai avantage du PEA, c'est la fiscalité. D'accord. Après, la fiscalité fait pas tout. Parce que, encore une fois, le PEA, c'est des actions. Donc, est-ce que tout le monde a envie d'investir l'intégralité de son patrimoine financier en actions? A priori, non. Les Français sont plutôt défensifs. Ils aiment bien l'immobilier, ils aiment bien le livret A. Donc, bien sûr, du PEA, mais ils aiment bien l'assurance vie aussi. Ouais. Et l'assurance vie, voilà. Bon. Donc, le PEA, c'est des actions. Donc, c'est un profil offensif, c'est accepter de la volatilité. C'est des actions cotées, forcément, parce que le PEA, PME, c'est pas forcément coté. Pas nécessairement. Oui, c'est ça. Vous pouvez avoir en fait, on y pense, quand on veut investir en bourse, mais c'est pas que des actions cotées pour le coup. Des actions cotées. Non, vous pouvez investir dans les titres de sociétés européennes, des PME et des ETI. Dans le PEA-PME. Donc c'est du risque. Après, la question, c'est de savoir si on a envie. Donc, sur un compte titre, vous pouvez faire un petit peu d'action, mais vous pouvez faire plein d'autres choses. D'accord, on peut diversifier un peu plus ses investissements. Voilà. Donc, quelqu'un qui a un profil déjà équilibré, qui a un profil un peu moins dynamique, il va s'orienter plutôt vers un compte titre. Et après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que, même si on a envie d'avoir un profil offensif, qu'on est 100% action, est-ce qu'il faut se mettre sur un PEA? Il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans, je vous aurais probablement dit oui. Parce que du temps de M. Hollande, le compte titre était taxé à l'impôt sur au barème à l'impôt sur le revenu. D'accord. Donc, on pouvait monter pour les tranches les plus hautes à 45% en impôt sur le revenu.
Le simple fait de détenir un compte titre pour le coup. Les plus-values. Les plus-values sur le compte titre, à partir du moment où on revendait les actions. Voilà, ou les dividendes, ou les intérêts que vous pouviez toucher. D'accord. Donc ils étaient taxés à 45%, plus les prélèvements sociaux de 17,2. Sauf que ça a évolué. Sauf que ça a évolué depuis M. Macron, et qu'on est maintenant à la flat tax de 30%, incluant les 17,2. Donc ça en est à 12,8 de taxation à l'impôt sur le revenu. Et de l'autre côté, le PEA vous offre la possibilité d'avoir 0 impôt sur le revenu. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est bien d'investir à 100% sur les actions européennes? Moi, je pense que non. Si on regarde typiquement ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, vous investissiez sur les actions européennes, vous faisiez x2,5 sur les actions européennes. Vous investissiez sur 10 ans sur les actions américaines, vous faisiez x5 en 5 ans, en 10 ans. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire x5 et être taxé à 12,8 sur les plus-values ou faire x2,5 et ne pas être taxé? Je pense que tout le monde a la réponse. Donc, en fait, il faut des actions européennes, autant les mettre dans le PEA. Mais le PEA ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la gestion action. Mais donc là, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas choisir entre un compte titre ou un PEA, il faut avoir les deux, c'est ça? Idéalement, il faudra avoir les deux. D'accord. Tout à fait, c'est complémentaire. On aura plutôt tendance à loger les actions européennes dans le PEA quand c'est possible. Voilà. D'accord. Ouais. Et puis, quand on a une allocation beaucoup plus internationale, beaucoup plus générale, beaucoup moins offensive, on va évidemment s'orienter vers le compte titre ou d'autres véhicules comme l'assurance vie. Mais ça implique un peu plus de gestion quand même pour l'épargnant. Ça veut dire qu'il doit ouvrir 2 comptes, faire des démarches pour 2 comptes et ensuite les suivre au quotidien. Il n'aura pas un seul tableau de bord. Finalement, il aura son PEA d'un côté, potentiellement une assurance vie, un livret A de l'autre et un compte titre de l'autre. Exactement. C'est pour ça qu'il faut se poser la question, quel est le poids des actions européennes dans une allocation d'actifs actions et quel est le poids des actions européennes dans une allocation d'actifs globale. D'accord. Et effectivement, pour les gros patrimoines, avoir un PEA même au taquet, c'est très bien, c'est une bonne idée. Maintenant, pour l'épargnant lambda, est-ce que c'est la première enveloppe à laquelle on pense? Je pense qu'il vaut mieux un compte titre. D'accord, c'est ça. C'est en fonction du profil de l'investisseur, finalement, du profil de risque ou même de son niveau de connaissance sur les marchés financiers qu'on va choisir entre compte titre ou PEA. Voilà, notamment. Voilà. Après, il y a d'autres choses aussi qui peuvent permettre de trancher, c'est que le PEA n'est pas un véhicule qui va autoriser beaucoup de stratégies patrimoniales. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir donner un PEA, par exemple, à vos enfants. D'accord, oui, donc ça c'est quand même important pour, effectivement, quand on commence à préparer sa retraite ou autre. Bien sûr, quand on veut commencer à... Ou sa succession. On veut optimiser la transmission. Un compte titre, ça se donne. Vous pouvez donner les lignes d'un compte titre. Et qu'est-ce qui se passe quand vous donnez les lignes d'un compte titre? Ça ne déclenche pas la plus-value sur l'impôt sur le revenu et vous purgez la plus-value. C'est-à-dire que vous ne payez ni l'impôt sur le revenu, ni les prélèvements sociaux sur votre compte titre, sur les lignes du compte titre qui sont données. Alors que quand vous êtes sur un PEA, vous ne pouvez pas le donner. Donc ça, c'est le premier point. Vous gardez pour vous les prélèvements sociaux. Puis le deuxième point, c'est qu'on peut aussi, sur un compte titre, donner uniquement la nue propriété. D'accord. On peut dire, je donne à mes enfants la nue propriété et je garde l'usufruit, c'est-à-dire notamment les dividendes, les revenus du compte titre. Et alors, quand on garde l'usufruit sur un compte titre, on garde la possibilité d'acheter ou vendre les actions sur le compte titre? Oui. Ouais. D'accord. Donc en fait, on a juste l'enveloppe finalement du compte titre, mais ensuite on n'a pas sa gestion et on récupère du coup au décès l'intégralité de la propriété du compte titre. Je ne savais pas qu'on pouvait faire de la propriété en franchise de fiscalité. Donc c'est quand même un outil qui est un peu plus complexe et qui permet des stratégies un peu plus sophistiquées que simplement le PEA. Et une stratégie patrimoniale, effectivement. On peut ouvrir un compte titre pour ses enfants aussi et déposer directement des actions dessus, ça c'est possible? À condition qu'ils aient, donc c'est ouvert pour les majeurs, rattachés au foyer fiscal. Et attention, un PEA, c'est pour les PEA jeunes, c'est 20 000 euros, c'est plus de 50 000 euros. Ah oui, donc on peut ouvrir compte titre ou PEA pour ses enfants, pour le coup, dans cette stratégie patrimoniale aussi, en plus, pour le coup, de faire la donation de son propre compte titre. Voilà, et pas de PEA PME pour les enfants. Voilà. Vous préférez, donc il n'y a pas de préférence entre le compte titre ou le PEA, et il ne faut pas oublier également que l'assurance vie, et on conclura là-dessus, propose aussi de pouvoir investir en actions, pas que d'ailleurs en private equity ou autre. Mais voilà. Si vous me demandez entre les trois, je préfère l'assurance vie, on en reparlera. Eh bien c'est parfait, c'est une conclusion parfaite pour vous que vous reveniez en plateau nous parler de l'assurance vie. Merci beaucoup Raphaël Regensberg de nous avoir fait un petit teasing du coup sur l'assurance vie, après nous avoir expliqué le fonctionnement d'un compte titre ou d'un PEA. Je rappelle que vous êtes l'associé fondateur de Platineos. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous dis à lundi dans un nouveau numéro de Smart Patrimoine.